D'accord. Eric, donc un grand journaliste. Eric est un grand journaliste à France Football qui a sorti il y a quelque temps un livre qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelait La FIFA Gate sur donc cette corruption de la FIFA par l'État du Qatar. Eric va nous parler effectivement de la FIFA Gate. À vous la parole, mon cher ami. Alors, je vais peut-être aller plus loin parce que la thématique c'était pourquoi le Qatar a choisi d'investir dans le sport. Donc j'ai préparé une intervention sur le thème les miracles du sport power par analogie au soft power. Est-ce qu'on peut projeter une photo que j'avais? Est-ce que c'est possible? Je m'excuse par avance, mais 40 ans de journalisme, de presse écrite ont fait que je suis plus meilleur à l'écrit qu'à l'oral, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des notes et de lire ce que j'ai à dire. Mais ça n'enlève rien probablement à leur pertinence, voire leur impertinence. Donc si on pouvait montrer la photo, je pense que ça va d'emblée poser le débat, planter le décor. Continuez, c'est en cours. Oui, mais justement, la photo, oui, okay. elle est importante. Bon, c'est pas grave, mais ça aurait fait son petit effet parce que la photo, c'est une photo de... Messieurs, voilà. Donc, vous avez tout le monde a reconnu Nicolas Sarkozy et François Hollande, tout sourire et échangeant des regards complices, presque langoureux. Cette photo a fait le tour des réseaux sociaux et elle date du mercredi 27 septembre dernier. Elle a été prise dans la tribune officielle du Parc des Princes à la mi-temps de la rencontre PSG-Bayern Munich en Ligue des Champions. Depuis leur glaciale passation de pouvoir au printemps 2012, les deux hommes étaient restés en froid. Les voir ainsi se retrouver comme deux vieux copains qui se seraient perdus de vue à agiter toute la toile et toute la blogosphère à juste titre. C'est un secret de polichinelle. Sarko est devenu une sorte d'ambassadeur bis du Qatar et il est aussi le président de l'ombre du PSG. Ce fan de foot est un habitué de la corbeille du stade de la Porte de Saint-Cloud. Mais jusqu'à la saison dernière, François Hollande se revendiquait plutôt supporter du Red Star, un club moins huppé et aux origines beaucoup plus populaire. Prépare-t-il un retour en politique pour avoir ainsi radicalement changé de quartier et de standing? On peut se poser la question, mais je m'égare déjà. Le sport, vecteur de réconciliation, levier essentiel d'une diplomatie médiatique, c'est exactement ce que recherche le Qatar. En ce sens, cette photo est un cadeau bonus pour les Qataris, promus entrepreneurs de la paix des braves entre deux ex-présidents. Mais Emmanuel Macron n'a pas été en reste et n'a pas renié ses deux prédécesseurs. Le 15 septembre, il a reçu à l'Élysée l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani. L'actuel président de la République a demandé la levée le plus rapidement possible des mesures d'embargo affectant les populations du Qatar, en particulier celles qui touchent les familles et les étudiants. Dans un communiqué, l'Élysée a encore précisé, je cite, que le président de la République avait exprimé sa préoccupation face à des tensions qui menacent la stabilité régionale, entravent la résolution politique des crises et l'efficacité de notre lutte collective contre le terrorisme. Emmanuel Macron s'est même proposé de jouer un rôle actif en appui à la médiation koweïtienne pour qu'une issue rapide soit trouvée à cette situation. Quelques semaines plus tôt, au mois de juillet, Emmanuel Macron s'était réjoui de l'imminente arrivée du footballeur brésilien Neymar au PSG en provenance de Barcelone, moyennant un transfert record de 222 millions d'euros. Ça n'a échappé à personne. C'est une bonne nouvelle, le signe de l'attractivité de la France, avait-il indiqué lors d'un déplacement dans une base de loisirs à Moisson, dans les Yvelines. À cette occasion, il avait eu un bref échange avec le président du PSG, Nasser El Khelaïfi. Félicitations, j'ai compris qu'il y avait de bonnes nouvelles, lui a dit Macron, comme l'a relaté le site de BFM TV. Ce rendez-vous entrait dans le cadre d'une opération avec des enfants qui ne partent pas en vacances, une initiative soutenue par le Secours populaire et la Fondation PSG. Selon les médias, cette fondation organise chaque année 250 opérations qui concernent 10 000 enfants. Le président du PSG en a d'ailleurs triplé le budget. Pourquoi s'en priver?
À moins que cela ne nous ait échappé, mais dans la nouvelle loi de finances, il n'est nullement question de la suppression de l'avantage fiscal accordé aux Qataris en cas de plus-value immobilière. C'était pourtant l'une des promesses de campagne de la plupart des candidats à la présidence, dont M. Emmanuel Macron. Les lois non écrites de l'opportunisme diplomatique et les implacables règles du marché économique mondial adoucissent les mœurs et tempèrent les ardeurs, c'est bien connu. C'est une constante chez beaucoup de dirigeants politiques, confrontés tôt ou tard aux exigences de la réelle politique. Mais on peut se demander si le sport power n'a pas accéléré les choses et arrondi les angles que l'on croyait beaucoup plus à vif. Le PSG et les investissements joueurs pharaoniques de QSI, son propriétaire au cours de l'été, ont-ils un lien avec cette bienveillance ? Selon nos informations, Emmanuel Macron aurait été consulté avant la signature définitive du contrat de Neymar. Avant de s'engager, les Qataris voulaient s'assurer qu'ils ne s'exposaient pas à une nouvelle hausse de la fiscalité sur les transferts. Est-ce parce que cela rime? Mais avec la signature de Neymar, le Qatar s'est épargné bien des avatars. Au moment de l'officialisation de l'arrivée de Neymar, l'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas caché son enthousiasme et a affirmé que la venue de la star brésilienne aurait un véritable effet d'aubaine pour le foot français. Et ce, pas seulement parce qu'il pourrait rapporter plus de 300 millions d'euros en impôts à l'État. L'impact de ce transfert du ciel est réel et déjà quantifiable au niveau des audiences télévisuelles et de la fréquentation des stades. La retransmission de Paris Saint-Germain-Bayern sur Canal+ a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs, un record pour la chaîne cryptée. Le tout récent le rapport de la Cour des comptes souligne que l'excédent entre les jauges des stades français et les affluences moyennes est passé de 20 à 55% à la suite de la modernisation des enceintes françaises pour accueillir l'Euro 2016. Avec Neymar en Ligue 1, la moyenne des spectateurs a déjà augmenté après 8 journées. Elle est de 22 410 contre 21 208 sur toute la saison dernière. L'impact de la montée en gamme du PSG et donc de notre championnat va aussi avoir des conséquences favorables au niveau du sponsoring, de la compétitivité de nos clubs, de leur indice de performance et de la valeur des droits de la Ligue 1 à l'étranger, dont la commercialisation a été rappelée, je le rappelle, a été confiée à la chaîne qatari beIN, qui est, comme tout le monde le sait, l'émanation d'Al Jazeera. Tout cela tombe bien pour les clubs français parce que justement ils estimaient que beIN ne se démenait pas trop pour étoffer sa garantie de 50 millions d'euros pour la saison en cours. Tout arrive à point nommé. Lancé au début de la saison, Ligue 1 officielle, la page officielle de la Ligue 1 sur YouTube vient déjà de franchir la barre des 10 millions de vues. Voilà, les gros par-dessus du foot français sont donc en position de force pour lancer au moment opportun l'appel d'offres des droits télé pour la période 2020-2024. Canal et beIN vont être aux petits soins et seront sûrement disposés à satisfaire tous les désirs de la Ligue 1. C'est pour les diffuseurs une question de survie et pour le foot français une perspective unique de rattraper son retard sur ses principaux concurrents européens. Mais en faisant sauter la banque du foot, le Qatar a fait bien plus que s'attirer les bonnes grâces de tout le foot français et des principaux dirigeants politiques de notre pays. Il a aussi réussi un fabuleux coup de poker, à moins qu'il n'ait gagné une incroyable partie de billard à 3 bandes. Il a été écrit que cette main basse sur le marché des transferts était d'abord liée à un caprice de l'émir. Vexé que ses rivaux régionaux réussissent mieux que lui, excédé que son carnet de chèques ne lui permette pas de tout racheter par la faute des règlements de l'UEFA, c'est possible. Mais il faut dépasser le côté tragicomique et réducteur d'une telle explication. Je rappelle, début juin, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques. Ils accusaient notamment Doha de soutenir des groupes islamistes radicaux et les frères musulmans. En plein blocus, en pleine campagne de Qatar bashing, en pleine guerre froide avec ses voisins de palier, l'arrivée de Neymar au PSG, un probable futur ballon d'or France Football, a été une sorte d'immense doigt d'honneur surgi du milieu du golfe.
En bouclant ce transfert du siècle, le Qatar a démontré qu'il bougeait encore et qu'il pouvait transférer à sa guise l'un des plus grands joueurs de la planète. Sur l'échiquier géopolitique du monde, l'arrivée de Neymar a été plus forte et plus efficace que tous les traités, que tous les accords de partenariat économique et les campagnes de pub. En enrôlant Neymar, puis un degré moindre le monégasque Mbappé, le Qatar a pu bomber le torse alors qu'il n'est qu'un micro-État. Et il a pu mener une contre-offensive sans faire une seule victime et en signant un chèque qui est presque un pourboire compte tenu de ses énormes revenus au quotidien liés à la production du gaz. Même une armée hyper puissante et suréquipée n'aurait pas eu un effet aussi dissuasif. Le gladiateur Neymar a fait oublier le trouble double jeu du Qatar en matière de soutien aux terroristes. Cela en dit long sur les phénomènes d'amnésie collective qui nous frappent tous dès qu'on parle de sport, et en particulier de football. Mais cela situe la force du concept de soft power, de sport power plutôt, développé par le Qatar depuis plusieurs années. Pour mémoire, je rappelle que le Qatar a déjà accueilli les Jeux asiatiques en 2006, le Master féminin de tennis en 2009, le Mondial de handball en 2015, et il attend avec impatience de pouvoir organiser la Coupe du Monde de football en 2022. À ce sujet, le transfert de Neymar et la probable entrée du PSG dans le cercle fermé des grandes Europes ont fait taire tous les sceptiques quant à la capacité et la volonté du Qatar à accueillir la plus grande compétition après les Jeux Olympiques. Ces tours de force ont levé tous les doutes quant à son ambition de continuer à investir dans le sport. Du coup, relégué au second plan dans les médias, les luttes internes entre anciens et modernes, enterrer les rumeurs d'un possible putsch au Qatar, balayer les signes d'affaiblissement du pouvoir. Des messages forts et directs transmis via la même boîte aux lettres, celle du sport et de son rayonnement universel. C'est une transition toute trouvée pour évoquer évidemment les conditions d'attribution du Mondial 2022 le 2 décembre 2010 à Zurich. C'est le point de départ de la stratégie du Qatar pour exister sur l'échiquier du sport et y être reconnu. Mais c'est aussi le plus grand scandale de l'histoire de l'attribution des Coupes du Monde, un scandale de l'ombre, manigancé et piloté par le Qatari Mohamed bin Hammam, alors vice-président de la Fédération internationale, profitant de ses appuis, de sa connaissance des uns et des us et coutumes de la gouvernance du foot mondial, de la cupidité des uns et des autres. Grâce surtout aux largesses de son pays, il a été la pierre angulaire d'un incroyable camouflet. Le 2 décembre 2010, par 14 voix contre 8 en faveur des États-Unis, le comité exécutif a désigné le Qatar pour accueillir la Coupe du Monde 2022. Un choix d'autant plus nauséabond et incohérent qu'il a depuis fallu décaler les dates de la compétition en raison des insupportables chaleurs au Qatar en été. Pour la première fois depuis 1930, le mondial aura lieu en hiver, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Un tour de force qui doit beaucoup à Nicolas Sarkozy et à Michel Platini, qui ont beaucoup œuvré en coulisses pour que le Qatar obtienne gain de cause. Et évidemment, en renvoi d'ascenseur, tout cela coïncide avec le rachat du Paris Saint-Germain, l'arrivée de Bein sur le marché français et quelques autres retours de politesse. Lésés et frustrés, les Américains ont mis 5 ans à réagir et à ruminer leur revanche. Le 27 mai 2015, 7 hauts responsables de la FIFA, dont le vice-président et membre du comité exécutif Jeffrey Webb, ont été arrêtés par la police suisse à Zurich, et ceci à la demande de la justice américaine. Robert Derry, le juge fédéral de New York en charge de cette affaire, a récemment indiqué que le procès des personnes inculpées aurait lieu le mois prochain, le 5 novembre. Plus d'un tiers des mises en cause a plaidé coupable, ce qui leur évite un procès et leur permet de passer directement au jugement. Au total, 40 personnes sont dans la viseur de la justice américaine dans cette affaire de corruption. Je précise qu'elle n'est pas en lien avec le vote du décembre 2010, mais tout cela en dit long sur les mœurs et les habitudes qui se pratiquent au sein des plus grands dirigeants du foot français. Ce FIFA-Gate, sur lequel nous avons écrit un livre avec Philippe Auclair, a fait tomber toutes les têtes plus ou moins pensantes du football mondial, sous la pression de la justice américaine. La justice suisse a mis la main sur des documents attestant d'un paiement injustifié
de 2 millions de francs suisses effectués par Sepp Blatter en faveur de Michel Platini. Le président de la FIFA, en l'occurrence Sepp Blatter, et celui de l'UEFA, Michel Platini, ont été depuis suspendus et ne sont plus du tout autorisés à exercer de fonctions officielles en lien avec le football. On le sait tous, le Qatar s'est offert le PSG en 2011 via Qatar Investment Authority. On le sait moins, mais l'Émirat a aussi mis la main sur le club espagnol de Malaga, acheté par le cheikh Abdullah bin Nasser Al Thani. Je rappelle que la presse a récemment fait état aussi d'un possible rapprochement entre le PSG et le club de Cadix. Le 30 août dernier, le quotidien L'Équipe a annoncé que Teddy Riner avait signé un contrat de 5 ans en faveur du PSG qui s'apprête à créer une section judo. Le double champion olympique sera à la tête de pont d'un club dont le budget oscillerait entre 2 et 3 millions d'euros, financé par le Qatar, bien sûr. Je rappellerai que QSI finance également la section handball du Paris Saint-Germain. Mais le Qatar ne se contente pas de racheter des clubs, de financer des champions ou de se porter candidat à l'organisation de toutes les grandes compétitions. Il veut aussi mettre la main sur tous les maillons de la chaîne de l'industrie du sport. En juillet 2011, un nouvel équipementier a ainsi débarqué en France, Burda Sport, une marque lancée en 2006 par la société Pilatus Sport Management, basée en Suisse et financée par des fonds du Qatar. Vendue jusque-là seulement dans les pays du Golfe, cette marque à vocation internationale a été commercialisée en France après la Belgique et la Hollande. L'Espagne, le Portugal et l'Italie ont suivi en 2012. Pour construire sa notoriété, et comme le font Adidas et Nike, Burda a décidé de parrainer de grands clubs. À l'époque, Pierre Arsens, un des responsables de la marque, avait déclaré ceci aux Échos. En 7 mois en Europe, nous avons signé des contrats avec 2 équipes nationales de foot, celles de Belgique et de Tunisie, 3 clubs anglais, le FC Twente, futur champion de Hollande, et en France avec l'OGC Nice. Burda a aussi équipé 2 clubs de rugby français, le RC Toulon et le Biarritz Olympique, des contrats de 4 à 5 ans qui n'ont pas tous été renouvelés. Un investissement en sponsoring évalué à une dizaine de millions d'euros par an. Lors de sa création, l'ambition de Burda était de devenir l'égal de Nike et d'Adidas et de se poser comme le 3e larron sur le marché très juteux du business de l'équipement sportif. Ce projet est-il toujours d'actualité ou bien a-t-il servi de monnaie d'échange dans la discussion pour enrôler Neymar et Kylian Mbappé? On l'oublie un peu vite, mais ces 2 joueurs étaient sous contrat avec Barcelone et Monaco, 2 clubs dont l'équipementier était le géant américain, à savoir Nike. Enfin, pour l'anecdote, il faut quand même rappeler que Laurent Platini a occupé pendant 5 ans le poste de directeur général de Burda Sport. Depuis janvier 2017, le fils de Michel Platini a rejoint Lagardère Sport où lui a été confié le poste de directeur du business développement. L'univers du sport est décidément très petit. Depuis 2004, le minuscule pays du Golfe a mis aussi la main sur la formation des jeunes. Il a créé de toutes pièces l'Aspire Academy, qui a pris ses quartiers dans l'Aspire Zone, un centre sportif ultramoderne de 250 hectares basé à Doha et lancé par l'Émirat pour développer et faire grandir les meilleurs athlètes du pays. 4 ans plus tard, les Qataris ont lancé un second projet encore plus insensé, l'Aspire Football Dreams, une détection mondiale sur 3 continents, principalement en Afrique, à travers 18 pays, pour superviser environ 250 000 jeunes par an. En mars 2017, le journaliste Jacques Besnard a réalisé un reportage très complet sur ce sujet pour le site slate.fr. Il explique comment, après différentes phases de sélection, Aspire conserve chaque année une vingtaine de joueurs âgés de 13 ans qui débarquent dans une académie au Sénégal pour 5 saisons. Au terme de leur formation, il a quand même bien fallu dénicher un club professionnel pour placer et exposer les meilleurs éléments de ces 2 programmes. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais au final, c'est le club de Eupen qui a été choisi, une ville germanophone proche de la frontière allemande. Depuis, pour trouver de nouveaux débouchés à ses futurs Messi, le Qatar a aussi placé ses pions et investi en Espagne, au Cultural et Deportiva Leonesa, un club de 3e division, et en Autriche, au LASK Linz, qui évolue en 2e division.
La Belgique et le club d'Eupen avaient plusieurs atouts pour intéresser les Qataris, dont la perspective était de pouvoir devenir les actionnaires majoritaires. À l'époque, le club d'Eupen était au bord de la faillite et un de ses anciens présidents a même été incarcéré. Depuis l'arrivée des Qataris, miracle, le club s'est stabilisé. Il compte près d'une centaine d'employés à plein temps ou à mi-temps. Il s'est aussi modernisé, il s'est doté d'un nouveau terrain d'entraînement synthétique. Surtout, le CAS Eupen est remonté en Jupiler Pro League, c'est la première division belge, même s'il en occupe actuellement la dernière place. La Belgique et Eupen ont également permis à Aspire de pouvoir faire jouer un nombre de joueurs extra-communautaires, alors que le nombre de joueurs hors communauté européenne par club est très limité dans certains championnats, que les permis de travail sont parfois compliqués à obtenir, les choses sont beaucoup plus simples en Belgique. Et la législation plutôt tolérante autorise à avoir pratiquement deux tiers de joueurs étrangers sur une feuille de match. Cette facilité à utiliser la main-d'œuvre extérieure pourrait être une aubaine pour le Qatar dans la perspective de la Coupe du Monde 2022. Lors d'un récent match officiel contre la Chine en novembre dernier, l'équipe nationale du Qatar de football avait aligné 7 joueurs naturalisés dans son équipe de départ. En 2015, je vous rappelle que les Qataris avaient atteint la finale du mondial de handball, organisé évidemment au Qatar, avec seulement 5 joueurs sur 16 nés sur le sol national. Comment ne pas envisager le recours à un tel artifice pour briller lors de la Coupe du Monde 2022 ? Comment ne pas imaginer une vague de naturalisation des joueurs étrangers formés dans le cadre de l'Aspire Dreams ? Ces hypothèses risquent de se heurter aux spécificités de chaque fédération internationale. Au handball, un joueur n'ayant plus porté le maillot d'une sélection pendant 3 ans a le droit d'évoluer pour une autre nation. Au football, un joueur ayant été sélectionné au moins une fois dans une sélection A ne peut plus évoluer pour un autre pays. Mais en s'offrant au prix fort une légitimité dans le monde du sport, le Qatar a pu aussi s'engouffrer dans d'autres brèches et se rendre indispensable dans d'autres zones d'influence, peut-être moins visibles, mais tout aussi cruciales. C'est le cas de l'ICSS, l'International Center for Sport Security. Le Centre international pour la sécurité sportive est un organisme international à but non lucratif basé à Doha et créé en 2010. Il a une mission mondiale visant à promouvoir et à protéger l'intégrité et la sécurité du sport. Les principales activités de l'ICSS comprennent le conseil, la formation et la recherche. Le centre travaille principalement avec les comités organisateurs, les gouvernements, les pays d'appel d'offres, les propriétaires d'infrastructures, les associations sportives, les ligues et les clubs. Mais l'ICSS a aussi mis un pied dans le monde universitaire en France. En mars 2012, l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'ICSS ont lancé sous la forme d'une chaire d'entreprise un programme de recherche appliquée intitulé « Éthique et sécurité dans le sport ». Ce programme se focalise en particulier sur les liens entre les jeux d'argent au niveau international et le trucage des résultats sportifs obtenus par la fraude dans les paris. Cette initiative trouve son prolongement en matière d'enseignement à travers l'association de l'ICSS au Master 2 droit du sport, diplôme de droit délivré par l'université parisienne. Le bureau européen de l'ICSS à Paris soutient également les travaux de la chaire. Pourquoi s'en priver ? En faisant du sport son terrain de jeu favori et en poussant la porte des vestiaires, le Qatar a aussi réussi à se faire une place au sein de la gouvernance du sport. Nasser El Khalafi porte ainsi de multiples casquettes. Il est entre autres fonctions président-directeur général de Bein Group, président du Paris Saint-Germain, membre du conseil d'administration de la Ligue professionnelle française et membre du board de l'Association européenne des clubs, la très puissante ECA. En clair, il est à la fois jugé parti, comme l'étaient les dirigeants de Canal+, lorsque la chaîne était propriétaire du PSG. Cette position peut s'avérer très utile au moment des négociations des différents droits. Elle permet aussi de connaître de l'intérieur toutes les tendances et les options possibles en matière de stratégie marketing et de développement de ces différentes instances. Mais que l'on soit en plein conflit d'intérêts ne dérange personne, sans doute parce que les investissements du Qatar via QSI, Bein ou d'autres relais ont des effets anesthésiants. Alors, en conclusion, pourquoi le Qatar investit-il à ce point dans le sport ?
dans le but de devenir une marque globale et mondialisée qui ferait de lui un acteur incontournable et indispensable sur l'échiquier géopolitique, un rôle que sa taille et sa population ne lui permettent pas de jouer de manière naturelle et implicite. Oui, c'est indéniable, mais c'est peut-être aussi une façon de masquer ses fragilités, ses contradictions et ses rigidités intérieures. On ne peut pas passer sous silence l'histoire de cet ouvrier népalais travaillant sur les chantiers des installations de la Coupe du Monde 2022, licencié en mars 2016 après s'être plaint de ses conditions de travail auprès de l'ONU. Du coup, l'ONU a enfin réalisé qu'il était temps de réagir et a décidé de se pencher sur ce cas via l'Organisation internationale du travail. Une réunion à ce sujet doit se tenir en novembre pour examiner les conditions de travail puis de licenciement de cet ouvrier qui pourrait être un acte de représailles de la part de son employeur. Selon plusieurs sources, l'ouvrier en question aurait également dû effectuer une peine de 15 jours de prison après son licenciement. Tout ce qui vient d'être énoncé le démontre. Si le Qatar mise autant sur l'activité physique, ce n'est pas pour suer à grosses gouttes, mais pour prendre du poids et occuper l'espace afin de mieux se protéger et limiter sa vulnérabilité et s'éviter ainsi de trop transpirer. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de ce déroutant itinéraire. Merci à vous. Bravo. Bravo.